Tandis que certains dépensent des millions pour jouer les touristes dans l'espace, d'autres doivent survivre avec quelques pièces par mois dans des bidonvilles insalubres. Un contraste d'autant plus choquant que notre époque est celle d'une prospérité inégalée dans l'histoire. Mais en dépit de l'économie mondiale florissante, les inégalités extrêmes persistent. Pourrait-on mieux répartir la richesse ? L'un des exemples les plus criants du fossé entre riches et pauvres, un mariage qui s'est tenu récemment dans la métropole indienne de Mumbai. La famille Ambani est la plus riche d'Asie. Ils viennent de marier leur fils cadet, et même si on ignore le montant exact, on estime qu'ils ont dépensé entre 600 millions et 1 milliard de dollars. Un mariage hors norme qui scelle l'union de deux familles parmi les plus fortunées d'Asie. Les Ambani, qui ont fait fortune dans le pétrole et l'industrie textile, et les Merchant, magnats de l'industrie pharmaceutique indienne. Les festivités se sont étirées sur plusieurs mois et ont rassemblé 18 000 invités. Les convives ont embarqué sur un navire privatisé pour une croisière de 4 jours en Méditerranée. Ils se sont déhanchés lors de concerts privés de Katy Perry, Rihanna ou Justin Bieber. Parmi les invités de marque, on a vu Tony Blair, Mark Zuckerberg, Gianni Infantino ou Narendra Modi. Le plus choquant, c'est qu'à quelques kilomètres de ces festivités réunissant toute la haute société, s'étend le plus grand bidonville d'Inde avec 1 million d'habitants. Des familles de 5 personnes vivent entassées dans 5 mètres carrés. Donc pendant que les uns dépensent jusqu'à 1 milliard de dollars pour faire la fête, les autres ne sont même pas sûrs de pouvoir manger ce jour-là. C'est un exemple qui illustre à l'extrême que quelque chose ne tourne pas rond dans le monde. La disparité de richesse, particulièrement flagrante dans les pays pauvres, est source d'images chocs qui suscitent l'indignation. Mais quoique moins visible, elle est tout aussi présente dans les sociétés à la prospérité bien établie. Selon des chiffres récents, les patrons les mieux payés du DAX, le CAC 40 allemand, touchent environ 10 millions d'euros par an. Christian Sewing, le président de la Deutsche Bank, gagne 9 millions par an, soit environ 750 000 euros par mois. En comparaison, le personnel de ménage de cette même Deutsche Bank gagne environ 2 400 euros par mois. C'est 300 fois moins. Oxfam, l'ONG de lutte contre la pauvreté, estime que la fortune des 5 Allemands les plus riches a augmenté de 75% depuis 2020. Mais ces enrichissements records seraient-ils seulement des cas isolés ? Quand on observe l'évolution de l'économie planétaire, la situation n'a pas l'air si mauvaise. La richesse mondiale a fortement augmenté ces 30 dernières années, entraînant un recul de la pauvreté. Dans certaines régions du monde, la pauvreté a effectivement diminué. C'est particulièrement vrai en Chine ou en Inde. La croissance de la Chine ces 40 dernières années est colossale et sans précédent. Donc le pays le plus peuplé au monde a vu une grande partie de sa population, pauvre jusque-là, atteindre un niveau de classe moyenne mondiale. À l'échelle planétaire, on constate une égalisation de richesse entre la moitié sud et la moitié nord. Et c'est largement dû à la Chine. Toutefois, si l'impressionnante croissance asiatique a rendu les pauvres un peu moins pauvres, elle a surtout rendu les riches beaucoup plus riches. Ce qui n'a donc pas réduit l'écart de richesse au niveau mondial. Imaginons que le monde est une seule unité. Cette tirelire contient la totalité des richesses mondiales. Combien possède la moitié la plus pauvre de la population? Environ 2%, soit exactement 2 pièces. Je les pose là. Et combien détiennent les 10% les plus fortunés?
76. Il possède 76%. À droite, la richesse détenue par la moitié la plus pauvre de la population, soit 4 milliards de personnes. Et à gauche, le pactole des 10% les plus riches, soit 800 millions de personnes. Une monstrueuse inégalité qui se retrouve dans chaque pays pris individuellement. Aux États-Unis, 70% du patrimoine privé appartient aux 10% les plus riches. La moitié la plus pauvre en possède 1,5%. En Allemagne, les 10% les plus aisés captent 67,3% des richesses. Voilà la part de ces 10%. Et voilà ce qui reste à la moitié la plus pauvre. En France, la moitié la plus pauvre de la population détient 5,1% de la richesse. Juste une petite bouchée. Et voici la part des 10% les plus riches. Un écart qui n'a pas toujours été aussi important. En France, le fossé s'est comblé au cours de l'après-guerre, avant de se creuser de nouveau dans la deuxième moitié des années 1980. Aux États-Unis, un pays aux inégalités plus marquées, l'écart entre les 10% les plus riches et les 50% les plus pauvres s'est resserré à partir des années 1960, avant de s'accentuer de nouveau au début des années 1980. Difficile alors de mettre en place un système démocratique où l'égalité ne doit pas juste être formelle, mais aussi matérielle. Le cas de l'Allemagne a ceci d'intéressant que l'ultra-richesse est assez peu visible au quotidien. Si on demandait à des passants de nommer les Allemands les plus riches, très peu d'entre eux parviendraient à citer des noms. C'est très différent aux États-Unis, qui glorifient presque les grandes fortunes nationales. Mais ça se retrouve dans les chiffres. Par chance, on a toujours plus d'études fiables qui dévoilent l'ampleur et l'injustice de l'inégalité des richesses en Allemagne. On sait par exemple que seulement 140 familles de privilégiés possèdent la moitié de toutes les actions en bourse. On sait que la fortune des milliardaires est en fait 1,5 fois plus élevée qu'on l'estimait. On sait que 2 familles ultra fortunées possèdent plus à elles seules que 42 millions d'Allemands, soit la moitié la plus pauvre du pays. Nombre d'études dévoilent la face sombre de cette inégalité. Plus elle est marquée, moins la population est en bonne santé, moins la confiance sociale règne et plus la criminalité est élevée. Si les répercussions sont aussi négatives, pourquoi ne voit-on pas de répartition plus égalitaire des fruits de la croissance? Une idée, qui s'est imposée comme un classique, a été théorisée par le philosophe Jean-Jacques Rousseau il y a plus de 300 ans. Pour lui, l'inégalité est née dès l'instant où certains ont possédé des biens et d'autres pas. Dans son discours sur l'inégalité, Rousseau imagine un état de nature où la propriété privée n'existe pas encore. Mais c'est un état fragile. Les catastrophes naturelles et autres imprévus poussent les êtres humains à se regrouper pour former des communautés. Ainsi, ils peuvent se répartir le travail et faire avancer le progrès. La garantie d'une vie plus sûre et plus confortable. Mais cette vie en société a un prix, l'inégalité. Certains accumulent des biens et les revendent plus cher en temps de crise. Résultat, des situations financières asymétriques qui engendrent des rapports de dépendance et de hiérarchie sociale, lesquels finissent par se retrouver dans les structures de pouvoir politique. Les inégalités s'enracinent et se perpétuent. Pour Rousseau, l'inégalité apparaît donc dès lors qu'on vit en société. Mais faut-il forcément s'en accommoder? Les êtres humains sont tous différents, ça ne fait aucun doute. Mais cette différence ne doit pas fatalement se traduire en inégalité socio-économique. Si chaque être humain a des capacités, des talents et des aspirations différentes, aucune loi de la nature ne dit que pour autant, certains doivent être plus riches que d'autres.
C'est donc à nous qu'il appartient de décider comment répartir les richesses créées par la société. On a connu un contre-mouvement particulièrement marqué dans la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Plus exactement les 30 années suivantes, qu'on appelle communément les 30 Glorieuses. Juste après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu les 30 Glorieuses. En 30 ans, le revenu moyen a triplé. Si au début, et compte tenu de l'inflation, vous touchiez 10 000 € par an et par personne, ce montant a atteint 30 000 €. Les 30 Glorieuses, ou le miracle économique. Après les ravages de 2 guerres mondiales, la majorité des pays développés connaît non seulement une croissance économique sans précédent, mais aussi un peu plus d'égalité. Le plus intéressant avec cette période, c'est que les fruits de la croissance étaient largement partagés. Ils ont bénéficié aux 95% les plus pauvres de la population, donc la très vaste majorité. Les 1% des plus riches en ont aussi profité, mais légèrement moins. Leur revenu a un peu moins que triplé. Dans le cas de l'Allemagne, le sociologue Helmut Schelsky a utilisé l'expression restée célèbre de « société nivelée de classe moyenne ». L'image qui s'est dessinée est celle d'un oignon. La pointe et la base de la société comptent relativement peu de personnes, et la grande majorité se regroupe en son milieu. Mais pourquoi ce sursaut égalitaire? Était-ce simplement une heureuse conséquence du boom économique? Avant tout, il faut que la majorité populaire soit favorable à la création d'une égalité sociale. Il faut aussi des dirigeants politiques prêts à mettre en œuvre ce projet de créer ou de renforcer des institutions pour un État social. Il y a eu une volonté de créer un État-providence, de faire preuve de plus de solidarité. C'est aussi là qu'on a instauré l'impôt progressif. C'était un moment décisif dans l'histoire moderne, quand les gouvernements ont choisi de redistribuer les richesses. En réaction au fascisme et face au communisme, l'Occident met en place un système politique qui va investir massivement dans les équipements publics, comme les autoroutes, les piscines, les écoles et les hôpitaux, et qui va aussi généreusement redistribuer l'argent des plus riches vers les plus pauvres. L'Allemagne avait un impôt sur la fortune et sur les successions. L'impôt sur le revenu pouvait atteindre 95%. Et il y a eu la loi de 1952 sur la péréquation des charges, qui équivalait à une ponction de la moitié de la valeur du patrimoine. Un peu comme un impôt sur la fortune, en sus de celui qui s'appliquait déjà à hauteur de 2 ou 3%. On sait aujourd'hui que cette loi de redistribution a été le facteur clé pour réduire les inégalités économiques en Allemagne. Si elle fonctionnait aussi bien, pourquoi s'est-on détourné de cette politique de rattrapage des inégalités? Il y a eu un tournant dans le monde entier que l'économiste Anthony Atkinson a baptisé « Inequality Turn ». Le néolibéralisme s'est imposé. Les exemples les plus connus, ce sont Margaret Thatcher en Grande-Bretagne et Ronald Reagan aux États-Unis, qui ont commencé à dire que les impôts étaient néfastes et pesaient sur l'économie. L'Inequality Turn. À la fin des années 1970, la croissance stagne en Europe et aux États-Unis. 2 chocs pétroliers mettent à mal l'économie mondiale. Le chômage augmente, la mondialisation est en marche, et le progrès technique aussi. Dans la sphère politique, la peur grandit à l'idée que les entreprises nationales ne puissent pas rivaliser face à la concurrence mondiale. Un ensemble de craintes qui fait apparaître nécessaire une nouvelle politique économique, le néolibéralisme. Il prône moins d'impôts pour les entreprises et les plus fortunés dans le but de doper l'économie, ce qui créera de nouveaux emplois dont bénéficieront les plus pauvres. La hausse des inégalités est inhérente à cette doctrine. D'un point de vue néolibéral, un marché qui fonctionne n'est pas juste une place d'échange. Il faut de la compétitivité. En clair, si on veut que les marchés économiques soient plus productifs, il est nécessaire d'entretenir une compétitivité permanente en guise de moteur.
On crée ainsi une situation où je peux gagner beaucoup d'argent lorsque j'ai du succès, mais où je risque aussi d'en perdre beaucoup. Alors cela incite tout le monde à faire un maximum d'efforts. Gagner gros, mais avec le risque de perdre gros. Aux yeux des néolibéraux, l'inégalité est une condition nécessaire à la compétitivité et à la croissance. Mais la politique économique néolibérale a-t-elle vraiment apporté l'élan promis? On pensait que baisser les impôts, ce serait génial. Ça boosterait la croissance et ça créerait des emplois. Mais en réalité, on n'a pas constaté de réel effet sur la croissance économique ni sur la création de nouveaux emplois. Le seul effet durable a été une hausse des inégalités. Une étude publiée en 2020 a passé au crible l'évolution de la croissance économique dans 18 pays industrialisés au cours des 50 dernières années. La conclusion, les politiques néolibérales n'ont eu aucune incidence significative sur la croissance. Seule la répartition de la richesse a changé, au profit des plus riches. Faut-il revenir à l'état-providence de l'après-guerre et tout s'arrangera ? L'un des principaux outils pour réduire les inégalités de revenus, ce sont les impôts. Il faut réinstaurer l'impôt sur la fortune, réformer l'impôt sur les successions et que tout le monde puisse hériter. Un impôt de 2% sur la grande fortune, qui s'appliquerait à partir d'1 milliard d'euros de patrimoine, concernerait moins de 3000 personnes dans le monde. Mais une étude de 2024 estime que cet impôt rapporterait chaque année 250 milliards d'euros. C'est près de la moitié des recettes fiscales annuelles en France. Cette somme pourrait encore doubler si les grandes multinationales étaient enfin taxées à hauteur de leurs profits réels. Si l'impôt minimal mondial sur les multinationales passait de 15% à 20%, ce serait juste le mettre un peu plus au niveau de ce que les autres entreprises paient déjà. En France, les sociétés sont taxées à 25%. Les boulangers, les avocats, les médecins, tous les membres productifs de la société paient ce pourcentage d'impôt. À la différence de nombreuses entreprises locales, les grandes entreprises déclarent souvent leurs profits dans des paradis fiscaux, à la grande joie de ceux qui participent à leur capital et qui se partagent bénéfices et dividendes. Si on veut qu'une taxe mondiale juste et utile soit perçue sur les grandes fortunes, il faut que les États du monde entier s'accordent pour assécher les paradis fiscaux et mener une politique fiscale commune. Un objectif qui suppose des institutions supranationales fortes, qui n'existent pas encore. Pour la juriste Katharina Pistor, une hausse des taxes et des impôts n'est qu'un levier parmi d'autres. Elle affirme que les détenteurs de capitaux ont trop de privilèges juridiques qui les rendent toujours plus riches. À commencer par la protection de la propriété. En tant que propriétaire, j'ai le droit le plus fort. Si j'ai seulement l'autorisation contractuelle d'utiliser un bien de temps à autre, je pèse moins lourd. Le droit établit donc des priorités. Or, des droits prioritaires, ce sont de meilleurs droits. Le droit à la propriété peut aujourd'hui s'appliquer à presque tout. Une parcelle de terrain, une entreprise, une idée, un produit financier. Et en tant que propriétaire, non seulement on détient le bien lui-même, mais on détient aussi le droit de percevoir les revenus générés par ce bien et d'en exclure tous les non-propriétaires. Ce droit peut faire l'objet de dérives, comme le montre le cas d'une société américaine basée dans l'Utah. Elle était parvenue à faire breveter une séquence génétique, alors que le génome humain est censé appartenir à toute l'humanité. Cette société a été un peu plus rapide que les généticiens qui travaillaient aussi au séquençage. Puisqu'elle détenait le brevet, cette société a alors obligé tous les médecins américains à utiliser exclusivement sa méthode de dépistage du gène en question, qui prédispose à des cancers chez la femme. Il facturait ce test $3000, alors que son coût n'est que de $200 en réalité.
la société a engrangé des profits monstres pendant 20 ans, jusqu'à ce qu'en 2013, la Cour suprême américaine finisse par invalider les brevets. Pourtant, le droit à la propriété est utile et justifié, non? Il empêche qu'on me prenne ma maison ou me permet de gagner de l'argent grâce à mon invention. Le principe de base est une bonne chose, à savoir qu'un propriétaire terrien doit pouvoir protéger ses terres et qu'un inventeur doit percevoir l'argent de ses idées. Mais il faut transposer ça dans un système économique où les acteurs savent jouer avec le droit de façon stratégique. Le droit de propriété est utilisé pour privatiser la richesse aux mains de quelques privilégiés. Afin de pouvoir ensuite multiplier cette richesse, il faut un deuxième privilège juridique, que la juriste nomme durabilité. Il s'agit de pouvoir investir une partie de ma fortune là où elle va fructifier, tout en évitant que le reste de ma fortune soit en danger. Parce qu'en cas de problème avec mon investissement, je risquerais de devoir mettre la main à la poche. Dans le cas contraire, mes richesses et mes biens antérieurs me restent acquis. Le principe de la durabilité fonctionne comme un bouclier. Les détenteurs de capital peuvent investir dans différentes sociétés que le droit considère comme des personnes morales. Cela signifie qu'on les traite comme de vraies personnes, alors que ce sont des groupements construits de toutes pièces. L'avantage avec ces sociétés à responsabilité limitée ou sociétés par action, c'est qu'en cas de faillite de l'une d'elles, ces actionnaires ne peuvent pas exiger d'être remboursés avec le capital des autres sociétés, ni avec les richesses déjà acquises par leurs détenteurs. Le principe de durabilité limite donc fortement le risque lié à l'investissement. Un exemple de l'utilisation de ce bouclier est celui de la famille Sackler, l'une des dynasties les plus fortunées des États-Unis. Via leur laboratoire pharmaceutique Purdue, les Sackler ont commercialisé pendant des années un puissant antidouleur appelé Oxycontin. Ils ont engrangé des milliards de dollars, tout en sachant que leurs médicaments entraînaient une forte dépendance. Lorsque leurs méthodes malhonnêtes ont été dévoilées lors de la crise des opioïdes, les Sackler ont tout bonnement déposé le bilan de Purdue Pharma. Il aura fallu des années de poursuites pour qu'ils soient enfin condamnés à débourser plusieurs milliards de dollars. Même si des gens dirigent une entreprise en sachant pertinemment que son produit a des effets nocifs, ce que les économistes nomment des externalités négatives, la responsabilité pour les dommages engendrés ne retombe pas sur les détenteurs, mais sur l'entreprise. Dans le doute, il suffit donc de mettre l'entreprise en liquidation et tout est effacé. En résumé, des privilèges juridiques permettent de privatiser les richesses créées grâce à un bien et de protéger ses profits des autres actionnaires comme de la société publique, même s'ils ont causé des nuisances. Avec la mondialisation, ces principes se sont imposés dans le monde entier et on peut investir du capital n'importe où sur la planète. Les droits des actionnaires sont reconnus et appliqués par tous les tribunaux, où qu'ils soient. Mais tout le monde peut-il participer à ce petit jeu du capitalisme et utiliser tous ses privilèges juridiques à son avantage? Le droit dit qu'on est tous égaux en droit, donc en principe, n'importe qui peut le faire. Mais comme l'historien Otto von Guercke l'a dit à propos du Code civil allemand, il manque là une goutte d'huile sociale. Car au début du jeu, tout le monde n'a pas les mêmes ressources. Si je possède des terres que je peux monnayer, ma situation sera bien meilleure que le paysan que je viens d'expulser de ces terres. Lui devra avant toute chose trouver un travail pour s'en sortir au quotidien. Plus on est fortuné, plus il est facile d'utiliser les privilèges juridiques pour faire fructifier son capital. De quoi creuser un peu plus le fossé des inégalités. Alors que peut-on faire pour contrer ça? On peut toujours changer les principes juridiques, non? Une possibilité pour changer le système, c'est d'avoir des sociétés aux actifs liés. Les profits ne sont pas reversés à chaque actionnaire, mais ils restent au sein de l'entreprise. Celle-ci peut alors réaliser de nouveaux investissements et surtout créer des emplois pérennes et soutenir sa raison d'être. Cette structure juridique est le contre-pied d'une société par action. Elle suit la finalité idéale de l'entreprise
sans chercher à maximiser et privatiser ses profits. Les bénéfices sont réinvestis au lieu d'être reversés. On pourrait croire à une utopie, mais c'est déjà relativement courant. Le Danemark a des milliers d'entreprises de ce type et elles sont tout à fait compétitives face aux autres sociétés. Ce n'est donc pas une forme économique utopique ni une structure communiste incapable de fonctionner en situation de concurrence. Ces sociétés s'en sortent très bien sur le marché. Mais l'idée, c'est que tous travaillent pour l'entreprise, pour sa finalité et non pour enrichir quelques actionnaires. Une entreprise qui n'est pas tenue de maximiser ses gains pour des profiteurs externes peut aussi traiter plus justement ses employés. Elle doit se montrer rentable, mais sans instrumentaliser son capital humain. J'aimerais qu'on comprenne qu'en économie non plus, tout ne fonctionne pas qu'à l'égoïsme. Il s'agit aussi de laisser d'autres participer au système économique, lequel sert à toute la société et pas uniquement à enrichir quelques privilégiés. Il faut une économie de marché sans stéroïdes capitalistes, comme j'aime dire. Une économie de marché sans stéroïdes capitalistes. Voilà qui est prometteur. Changer la façon d'utiliser les richesses des entreprises permettrait de faire fortement reculer l'inégalité. L'idéal serait de pouvoir réduire l'inégalité jusqu'à un point où ce qui compterait vraiment, c'est la contribution de chacun à la société. Alors on pourrait arriver à ce que les gens soient plus heureux et satisfaits, à une meilleure cohésion sociale et plus de solidarité. Des études menées dans les pays scandinaves, depuis longtemps en tête des nations les plus égalitaires, prouvent que dans les sociétés avec une forte égalité, les personnes fortunées aussi sont plus heureuses. Répartir équitablement la richesse, c'est donc plus de bonheur pour tous.